Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour un nouveau podcast. Et pour ce podcast, Pascal m'accompagne. Salut Pascal. Bonjour, Tu vas bonjour à bien? tous. Très bien, très bien, très bien. Bien revenu de vacances, tout ça, tout ça. Et oui, revenu de vacances, prête à faire feu, tout reprend, c'est parfait. On commence à se remettre dans le bain. C'est la Bon, rentrée. donc t'as fait des barbecues, donc t'es prête à passer sur le grill Absolument. les personnes qui sont là J'ai avec la nous main, j'ai la aujourd'hui. main. Voilà. Voilà. Et ces personnes, c'est Emma et Baptiste. Bonjour. 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 Voilà, vous allez bien, donc j'imagine. C'est assez enjoué comme bonjour, donc vous allez assez bien, on dirait. Oui, ça va très très bien. Oui, très très bien. On a pu prendre des belles vacances cet été. C'était assez sympa. Donc là, on revient pour la rentrée tout frais pour continuer notre projet. Et justement, votre projet, vous en êtes à l'initiative et vous êtes les développeurs de l'application Apicare. C'est bien ça. Exactement. C'est ça. Exactement. Et donc, cette application est une application iOS qui permet de gérer son stock de médicaments. Oui, exactement. Alors en fait, Apicare, donc c'est une application mobile qui va permettre justement de scanner ses médicaments, de pouvoir programmer des rappels, gérer son stock de médicaments, de suivre ses dates de péremption et également d'accéder aux notices. Voilà, en fait, de pouvoir gérer ses médicaments en toute autonomie, voilà, surtout pour les personnes aveugles. Voilà, c'est au-delà d'avoir une appli qui va nous permettre d'accéder aux notices. Ça existe déjà sur le marché. Vous, en plus, ce Oui. que vous proposez, c'est la gestion de stock et un pilulier intelligent. Exactement. Exactement. En fait, c'est vrai que c'est assez difficile. Enfin voilà, d'après plusieurs retours qu'on a pu avoir de personnes aveugles, c'est assez difficile de gérer en autonomie ces médicaments. Voilà, parce qu'on ne sait pas forcément combien de comprimés il nous reste. Ils n'ont pas forcément non plus accès au nom des médicaments parce que certaines personnes ne savent pas lire en braille ou C'est des ça. fois il n'y a même pas de braille sur les médicaments. Donc Apicare aide vraiment voilà, à pouvoir scanner la boîte et à connaître aussi les informations du médicament. Du coup, pour revenir au début du projet, est-ce que l'idée de rendre cette application tout à fait accessible aux utilisateurs aveugles est venue dès le début du projet, ou est-ce que c'est après avoir lancé l'application que vous avez touché du doigt que ça pouvait être un outil très, très utile pour les personnes malvoyantes et non-voyantes? Alors en fait, l'accessibilité pour nous, ça a toujours été important et dès le début du projet, parce qu'en fait, l'idée principale de ce projet, c'était vraiment de créer une application pour rendre service et donc combler un problème et aider les personnes. Et donc pour nous, c'était soit on le fait pour tout le monde, soit on le fait pour personne. Et donc ça passe par l'accessibilité et une application qui puisse être utilisée, quelle que soit la personne. Et donc vraiment, dès le début, ça a été important. Euh, on a commencé à réfléchir, ne serait-ce que même pour l'ergonomie de l'application, ce genre de choses, dès le début, à que ce soit très accessible. Voilà, exactement. Nous, en fait, on a à cœur de pas forcément. On différencie les deux types d'utilisation, mais on veut vraiment créer quelque chose qui est accessible par tous. Et c'est pas parce qu'on est aveugle qu'on n'a pas le droit justement de gérer ses médicaments. Ouais, une application universelle, quoi. Un peu C'est ça. Exactement. la philosophie Apple. Oui, ce qui Voilà. devrait être la philosophie de toute boîte. Oui. Mais voilà, c'est important pour nous. Ceci est un autre débat. C'est ça. On peut rêver. En parlant de logiciels accessibles, pour pouvoir coder accessible, il faut connaître les outils mis à disposition par les plateformes ou autres. Est-ce que vous étiez déjà au point en termes de développement accessible, ou est-ce que vous avez appris sur le tas, et si oui, par quel biais? Est-ce que voilà. Alors, du coup, on a dû apprendre en fait sur le tas parce que c'est pas forcément quelque chose à laquelle on a été sensibilisé avant de commencer ce projet. Que ce soit moi, par exemple, pendant mes études en informatique, donc j'ai fait une école d'informatique, on n'a pas forcément été beaucoup sensibilisé à la question et surtout, on n'a pas eu de cours spécifiques à ce sujet-là. Donc, on a dû un peu apprendre sur le tas à mesure qu'on améliorait l'application et vraiment améliorer un peu notre technique et ce qu'on faisait. Et c'est du coup aussi petit à petit, à force de travailler avec nos utilisateurs, qu'on a pu apprendre ce qui se faisait de mieux, à la fois techniquement, mais aussi les bonnes pratiques à mettre en place dans l'application. Mais non, c'est vrai que on a appris petit à petit en fait. Oui, exactement. C'est vraiment une question sur laquelle on n'est pas forcément hyper sensibilisé en école informatique et aussi, par exemple, en école de commerce. Moi, j'ai fait une école de commerce pour évoluer dans le marketing. Donc, on essaie vraiment de s'auto-former. En ce moment, par exemple, on suit tous les deux une formation produit
pour pouvoir justement connaître un petit peu les astuces et les bonnes façons pour pouvoir rendre des produits encore plus accessibles que ce qu'ils ne le sont. Donc voilà, on a vraiment à cœur de se former pour aider un maximum de personnes. Et donc, pour vous former à l'accessibilité sur iOS, vous avez utilisé les ressources mises à disposition par Apple. Donc, Oui, en particulier, les ateliers sur des WWDC, sur le Dev Center, ce genre de choses. Ouais, c'est ça, exactement. Et on a l'avantage vu qu'on fait du natif donc sur iOS, on a eu l'avantage d'avoir beaucoup de ressources sur ça. Apple, il partage quand même pas mal de choses. C'est un peu plus complet que les ressources qu'on a aujourd'hui sur Android, mais on en trouve quand même. Et donc oui, on a utilisé les ressources de la WDC. Il y a pas mal de YouTubeurs aussi qui font des vidéos sur le sujet, qui sont parfois très spécifiques, mais qui sont vraiment très utiles. Oui. Et on a essayé un peu d'utiliser tout ce qui était à notre disposition, donc à la fois pour des technologies comme VoiceOver par exemple, mais également par exemple les recommandations pour l'ergonomie de l'application, les couleurs à utiliser pour des contrastes, enfin vraiment quelque chose d'assez large et pas. On a essayé vraiment de toucher un maximum de sujets. Et du coup, est-ce que au cours de cet apprentissage, alors c'est vrai qu'on regrette tous que l'accessibilité ne soit pas enseignée directement dans les écoles. Ça fait partie des batailles qui nous restent à mener parce que ce serait le plus efficace. Mais du coup, puisque ça n'a pas été le cas malheureusement, est-ce qu'au cours de vos développements, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières concernant l'accessibilité, par exemple, de devoir prendre d'autres chemins que ce que vous auriez pris au départ, de revenir en vous disant ben non, je me suis trompé, on s'est trompé, c'est pas comme ça qu'il faut faire parce que parfois on a des idées et puis ça peut être de fausses bonnes idées. Est-ce que vous avez été confronté à ça? Oui, quelquefois, parce qu'en fait, nous, ce qu'on s'est rendu compte, le plus difficile, c'est qu'en fait, c'est vraiment de se mettre dans la situation, quelqu'un qui va, par exemple, utiliser VoiceOver, vu qu'à titre personnel, nous, on l'utilise pas, ça va être vraiment de créer quelque chose qui soit le plus utilisable possible et le mieux fait. Donc, c'est parfois un peu difficile de se mettre en situation. Et pour vous donner un exemple concret, on a, par exemple, dans l'application, pour créer un nouveau rappel, quand l'utilisateur il doit saisir la quantité de son médicament, c'est quand même quelque chose qui va revenir assez souvent dans l'utilisation de l'application. Et en fait, on a essayé vraiment de se poser les meilleures questions et de prendre du recul sur comment faire cette étape-là, parce que il fallait que ce soit simple pour tout le monde. Donc quelqu'un qui utilise VoiceOver ou quelqu'un qui l'utilise pas, que ce soit très simple, que ce soit très compréhensif et que tout fonctionne bien. Et c'est vrai que sur ça, on a fait beaucoup d'allers-retours. En fait, on a fait beaucoup de tests parce que parfois on allait dans certaines directions et on s'est rendu compte que c'était pas forcément l'idéal, notamment pour VoiceOver. Ensuite, on est revenu en arrière, on a fait d'autres choses qui n'étaient pas forcément bien pour d'autres types de soit l'accessibilité, soit même juste une utilisation normale de l'application. Et donc, c'est plus un manque, je trouve, de mise en situation qui nous a manqué. Et c'est pour moi la plus grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est arriver à se projeter. Oui, à comprendre un petit peu les utilisations et les besoins des utilisateurs. Donc après, on récolte aussi, par exemple, des suggestions. Pour vous donner un exemple, dans l'application, il y avait certaines personnes aveugles qui avaient du mal à scanner leurs médicaments parce qu'en fait, il n'y a pas de normes sur l'emplacement des QR codes sur les boîtes des médicaments. Et donc, du coup, c'était un petit peu compliqué de les trouver. Donc, en fait, on a décidé, là, justement, depuis une mise à jour qui est sortie là cette semaine, on a décidé de mettre en place, d'améliorer le scan. Et en fait, il y a une petite explication qui explique comment scanner une boîte. Donc, en fait, il faut poser la boîte, mettre son téléphone, sa caméra à quelques centimètres de la boîte et tourner la boîte dans ses différentes faces pour justement que le scan puisse trouver et scanner le code. Donc voilà, on a essayé de s'adapter un petit peu pour justement aider nos utilisateurs à mieux comprendre et à mieux utiliser l'application. Et ça s'est fait grâce à tous les retours qu'on a pu avoir des utilisateurs aveugles. D'autant que parmi les utilisateurs, tout le monde ne va pas utiliser les choses de la même façon. C'est ça. Quelqu'un qui va voir encore un peu va avoir certaines stratégies pour activer certains boutons. Les personnes sourdes aveugles vont ne pas utiliser la voix, mais utiliser que le braille. Et d'ailleurs, souvent, on se trouve confronté à ça dans certaines applis qui sont toutes vocalisées, mais sans forcément afficher les informations à l'écran. Donc, ça arrive assez souvent. Hein. On a le message vocal, mais le texte n'est pas affiché, ce qui fait que ça laisse sur le côté toutes les personnes sourdes aveugles qui, elles, ont absolument besoin d'avoir l'affichage pour pouvoir le lire en braille. Donc, c'est vrai que vous êtes aussi confronté à ça, c'est-à-dire à la multiplicité des usages en fonction des différents types de handicap. Même si on se limite au handicap visuel, on n'est pas tous égaux face à ça. C'est ça.
Oui. Oui, exactement. Et puis aussi aux habitudes que chacun a avec l'utilisation de VoiceOver, par exemple, qui peuvent différer d'une personne à une autre. Notamment là, pour la saisie de la quantité, chacun ne saisit pas la quantité de médicaments de la même manière. Oui, et C'est ça. puis Il y en a qui certaines vont dicter, personnes, d'autres qui vont écrire. oui, Mhm. et puis des aveugles vont utiliser VoiceOver en faisant du glisser, toucher, et Mhm. d'autres vont utiliser les balayages, d'autres vont beaucoup utiliser les Oui, c'est ça. entêtes. Donc, il y a plusieurs façons de naviguer avec ce lecteur d'écran. Donc, oui, il faut s'adapter à tout ça pour pas que ce soit trop pénible pour un cas ou pour l'autre. Et justement, dans le cadre de votre développement, au niveau du cycle de développement, à partir de quand avez-vous fait appel à des bêta-testeurs aveugles ou des alpha-testeurs même, on peut l'imaginer, assez tôt au début du projet, ou vous avez attendu d'avoir quand même quelque chose d'un peu solide pour que des aveugles ou malvoyants puissent poser les doigts sur votre appli? Alors, j'ai envie de dire, voilà, dès le début, on a fait appel à des testeurs aveugles. Donc, en fait, Apicare, voilà, c'est né il y a quelques temps. Et au début, on avait une application qui s'appelait Medicap. Et à partir de cette application, on a récolté des premiers testeurs pour justement pouvoir créer une nouvelle version de l'application qui s'appelle maintenant justement Apicare. Et donc, au tout début, on a recruté plein de testeurs et on ne faisait pas du tout de différenciation entre des testeurs voyants, des testeurs malvoyants ou des aveugles. Tout le monde était dans un même groupe et chacun nous faisait un petit peu leur retour. Et par exemple, quand il y avait certaines spécificités et certaines choses qui étaient vraiment très spécifiques aux aveugles, on mettait en place des appels téléphoniques pour échanger un petit peu plus voilà, en détail avec eux. Et là, depuis quelques mois, on s'est rendu compte, et en ayant aussi de plus en plus de testeurs aveugles, on s'est rendu compte qu'il était bien de garder ce groupe avec tout le monde et également de créer un deuxième groupe de testeurs en plus, où là, on a justement que des testeurs aveugles. Et comme ça, en fait, on peut vraiment échanger encore mieux avec eux sur justement des choses assez spécifiques et pour qu'on puisse avoir des retours de leur part spécifiques à certaines vraiment fonctionnalités et à leur manière d'utiliser l'application. Donc voilà comment ça s'est fait. Aujourd'hui, on a un groupe où il y a vraiment tout le monde et un deuxième où là, on a uniquement des personnes aveugles. Mais voilà, on ne peut pas discriminer personne. Donc c'est pour ça qu'on a fait vraiment un groupe avec Oui. tout le monde. Voilà. Et au niveau de votre bêta-testeur aveugle, vous avez un panel assez représentatif, comme j'ai mis dans nos questions, du jeune aveugle dynamique jusqu'à la personne âgée atteinte de DMLA. Vous êtes dans ce spectre-là ou c'est un peu plus réduit? C'est des... Voilà. Là, aujourd'hui, le spectre, je pense qu'il est. On essaye qu'il soit assez représentatif, mais on aimerait avoir encore plus de testeurs. Plus on est, plus on arrivera à avoir on va dire, un panel représentatif. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a une vingtaine de testeurs. Donc, De Donc testeurs aveugles. oui, là, par exemple, des auditeurs peuvent vous contacter en disant je suis intéressé pour participer à votre absolument. votre bande de joyeux lurons pour tester votre appli. Absolument, tout le monde est le bienvenu. D'accord, Oui. donc Et on mettra un lien vers soit vers votre site, soit une adresse mail directement pour qu'ils puissent vous contacter. Oui, en fait, ils peuvent nous contacter directement via notre adresse mail qui s'appelle contact@apicare.fr. Et c'est vrai qu'on est très friand de tout ce qui est retour, suggestions d'amélioration. Et voilà, si les personnes ont envie de rejoindre notre groupe de bêta-testeurs, ce serait avec grand plaisir. Et c'est surtout ce qui nous permet justement d'améliorer l'application en fonction des besoins de chacun. Ok, je mettrai un lien sur l'article compagnon de ce podcast pour nos amis auditeurs qui souhaitent bêta-tester votre appli, parce que oui, c'est intéressant d'être bêta-testeur, pas juste utilisateur final. Voir un peu comment ça se passe avec les développeurs, c'est toujours intéressant. Oui, exactement. Et évidemment, c'est gratuit. Et en plus, les personnes généralement qui sont bêta-testeurs peuvent aussi avoir accès aux nouvelles fonctionnalités en avant-première parce qu'en fait, on fait des premiers tests avec nos bêta-testeurs. Et une fois que les fonctionnalités sont bien validées, qu'on est sûr que tout fonctionne bien, on fait ensuite la mise à jour justement sur l'App Store. Et on va bientôt lancer d'ailleurs une campagne de test pour le Play Store. Ah, bon. Alors du coup, puisque vous m'avez tendu la perche, Emma, en parlant de la gratuité de l'application, Oui. Maintenant qu'on a bien parlé technique, parlons un petit peu gros sous, si je peux dire. Oui. Bon, l'application est gratuite, et donc comme on l'entend et comme on le dit régulièrement, y compris dans nos podcasts, si c'est gratuit, c'est toi le produit.
Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre modèle économique? Parce qu'il faut bien que vous puissiez manger et vivre de votre travail. C'est parfaitement légitime. C'est une très bonne question. Donc nous aujourd'hui, en fait, on ne se rémunère pas par le biais de l'application. Pour l'instant, on a pu bénéficier d'aides donc de la ville de Paris et de l'État qui nous permettent aujourd'hui de subvenir à nos besoins. Et donc à terme, on réfléchit à mettre en place une version freemium de l'application. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas forcément trop focalisé sur le business model aujourd'hui parce que nous, notre priorité, c'était vraiment de créer une application qui soit d'abord utile et qui réponde à un vrai besoin. Et ensuite, en second temps, voir comment on pouvait mettre en place un business model. Et c'était vraiment pas de, à tout prix, gagner de l'argent avec ce projet. Et ensuite, par rapport à la phrase, si c'est gratuit, alors c'est nous le produit. Nous, c'est quelque chose qui, on est absolument contre ça. Et donc, on pourrait après parler de la confidentialité, ce genre de choses, mais c'est pas du tout quelque chose qu'on envisage dans le sens d'utiliser les données de l'utilisateur, parce que c'est quelque chose au niveau éthique qui nous correspond pas du tout. Et notamment, c'est pour ça qu'on réfléchit à une version freemium de l'application qui puisse éviter justement ce genre de business model, on va dire. Et justement, pour rappeler à certains de nos auditeurs qui connaissent peut-être pas le terme, freemium, ça veut dire que l'application est gratuite mais limitée en fonctionnalités et que pour débloquer les fonctionnalités, il y a un abonnement, un achat unique, ça dépend un peu du modèle choisi. Voilà, c'est ça. Mais nous, en fait, on veut prendre le temps aussi de bien y réfléchir parce que c'est important pour nous qu'en fait le cœur de l'application reste gratuit parce que on veut pas que que du jour au lendemain les fonctionnalités les importantes de l'application, qu'on demande à l'utilisateur de payer parce que, comme on disait tout à l'heure, l'objectif c'était vraiment de rendre un vrai service et de la même manière que l'application doit être accessible pour que tout le monde puisse y accéder, on aimerait que tout le monde puisse y accéder quel que soit le prix. Donc on aimerait garder un maximum de l'application gratuite et justement ensuite voir comment on peut évoluer là-dessus pour trouver un juste milieu. Après, j'aurais quand même envie de dire que quand un service est utile, on peut considérer qu'il est normal de le payer. On paye des tas de choses, peut-être moins d'utiles que ça d'ailleurs parfois. Enfin, c'est autre chose, mais je trouve quand même que, évidemment, après c'est une question de quelque chose d'acceptable, mais je veux dire par là que un service qui nous rend utile dans le domaine de la santé, on peut aussi considérer que ça peut être un service payant. C'est pas non plus scandaleux. Hein. Et à la limite, je pense que beaucoup de gens préféreraient un service payant qui va durer dans le temps plutôt qu'un service qui va rester gratuit et qui peut-être un jour s'arrêtera parce que on a besoin de manger. Enfin, faut être un peu terre à terre. Hein. Donc, je pense quand même que on peut aussi accepter de payer pour un service utile. Ça me fait penser, Pascal, je fais une petite digression à l'application Voice Dream Reader, Pascal. Par exemple. C'est une application, alors que vous connaissez certainement pas, qui permet en gros de transformer des livres EPUB en livres audio via synthèse vocale avec plein de fonctionnalités. Le développeur a super bien bossé sur l'accessibilité, etc. C'est une application qui est très ancienne maintenant. C'est un Américain, le gars, et il faisait un achat unique. Et il ajoutait des fonctions, des fonctions. Et le problème, c'est que il travaillait pour la gloire là, au bout d'un moment. Bon, il arrivait à vendre l'appli à une autre société, mais je pense que beaucoup d'aveugles auraient été prêts à payer, je sais pas, X euros par an ou par mois. Ou, voilà. Le fait de faire un achat unique, c'était peut-être moins viable sur le long terme, on va dire. C'est ça. C'est pas viable. Et c'est vrai que une application qu'on aime, on est prêt à payer pour. Hein. Voilà. Après, il ne faut pas demander 100 euros par mois. Mais après, vous pouvez avoir le cœur de votre application qui reste gratuit et justement, ce que vous disiez, du freemium, des achats intégrés. En achat unique ou sur abonnement, ça, c'est vous qui verrez, hein, comme dirait l'autre, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Justement, Pascal, on avait quelques idées là-dessus. Toi, tu avais quelques idées en particulier. C'est ça. Donc, en parlant justement, puisqu'on passe aux fonctions éventuellement, les fonctions à venir, alors s'il y a des secrets, on ne va pas vous demander alors, même si on vous met sur le grill, on ne va pas vous torturer pour vous annoncer des choses, mais est-ce que vous pouvez nous parler éventuellement de prochaines versions? Et puis autrement, moi j'ai quelques petites suggestions à vous proposer, et puis je vous laisse d'abord la parole. Donc actuellement, du coup, on a une première version qui est disponible sur l'App Store et en ce moment, on est en train de travailler sur une version Android qui devrait normalement être disponible d'ici la fin de l'année, pour qu'on puisse avoir des nouveaux utilisateurs et en tout cas ouvrir notre application aux utilisateurs sur Android. Ensuite, une fois que cette version-là sera sortie, nous, on envisage de vraiment venir améliorer ce qui existe
déjà, donc notamment la fonctionnalité de rappel, de stock, les notices, pour pouvoir faire en fait encore mieux ce qu'on fait déjà et répondre à encore plus de besoins. Par exemple, on pourrait imaginer prendre en charge encore mieux la pilule contraceptive, et certaines pathologies. D'accord. D'accord, d'accord. Bah, déjà, vous avez répondu à une de mes questions sur Android. Et autrement, au niveau des bases de données, est-ce que, donc là, aujourd'hui, vous travaillez, si je ne me trompe pas, sur la base nationale du médicament, dont j'ai oublié le nom. Oui, c'est ça. Est-ce que, éventuellement, il y aurait des ouvertures possibles sur d'autres bases? Alors, je pensais à la phytothérapie, à l'homéopathie, peut-être à la cosmétique, certaines bases de cosmétiques. Est-ce que ça pourrait être envisageable ou faisable, tout simplement? Alors, en fait, notre ancienne version, donc dans l'ancienne version de l'application, dès qu'un médicament n'était pas disponible dans la base de données, il était impossible de l'ajouter dans l'application. Et donc, suite à de nombreuses demandes, on a mis en place l'ajout manuel. Donc, dans l'application, ça s'appelle Saisir. Et en fait, vous pouvez ajouter manuellement les médicaments que vous ne trouvez pas dans la base de données. Donc, je pense notamment, par exemple, à l'homéopathie, qui était impossible d'ajouter et qui est utilisée par de nombreuses personnes. Donc, aujourd'hui, il est possible de l'ajouter. Alors, on n'a du coup pas de base de données à ce sujet-là, mais je vais laisser Baptiste continuer du coup au niveau de la base de données. Oui. Du coup, après, pour la base de données, en fait, on envisage, on va dire, 2 axes. Le premier, ça va être de, si on peut appeler ça comme ça, faire une base de données collaborative. C'était ma question. C'est ce que je voulais vous demander, justement. Les grands esprits se rencontrent. C'est ça. Et en fait, on aimerait bien, à mesure que l'utilisateur ajoute des produits qui ne sont pas dans notre base de données aujourd'hui, et ce serait en fait, par ce biais-là, de constituer une nouvelle base de données qui ensuite elle-même serait accessible dans l'application pour qu'elle soit de plus en plus importante. Et en parallèle de ça, on regarde aussi les autres bases de données qui existent, qui se font, soit d'autres bases de données en France qui pourraient être plus complètes, ou d'autres qui sont autre chose que des médicaments, mais par exemple sur des choses, la parapharmacie ou des choses comme ça. On regarde aussi un peu ce qu'il fait, voir si on peut l'intégrer en plus. Il va falloir que vous mettiez des mécanismes de sécurité sur la base de données collaborative ou communautaire. Oui, c'est ça. Pour éviter qu'elle se fasse salir parce que deux ou trois rigolos auraient décidé de... Voilà. Mettre en place une modération assez importante, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous semble assez intéressant parce que ça permet de faire grandir l'application d'elle-même, on va dire, et d'avoir on va dire des choses dans une base de données qui n'auraient pas forcément pu être dedans, et avoir des données qui soient régulièrement mises à jour et toujours d'actualité. Pour la base de données des cosmétiques, Yuka en a une, l'application Yuka que vous connaissez très certainement. Oui. Donc eux, ils tapent dans le cosmétique en plus de l'alimentaire, donc ils ont bien accès à une base de données. Il faut voir après si elle est publique ou pas. Mais pourquoi pas le cosmétique, comme disait Pascal, ou le para, ou le paramédical. Oui, ou la parapharmacie. La parapharmacie, ouais. Pour aller plus loin, moi, je me demandais s'il ne serait pas aussi envisageable, au-delà de la base collaborative, d'envisager que chaque usager puisse avoir sa base personnelle complémentaire. C'est-à-dire, moi, j'utilise beaucoup les codes barres personnellement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses chez moi sur lesquelles je crée des étiquettes de codes barres ou de QR code, d'ailleurs plutôt de QR code. Pas forcément dans le domaine du médical, mais par exemple dans le domaine, ça peut être de la couture, ça peut être des choses comme ça où je crée des étiquettes avec une imprimante, enfin bon, comme beaucoup d'aveugles ont l'habitude de le faire. Du coup, ça veut dire que là, on ne va pas partager. C'est-à-dire que si je crée, si je fabrique mes cosmétiques et que je crée mes étiquettes avec mon QR code, ça n'existera que pour moi. Donc là, pour le coup, c'est pas collaboratif, mais ça pourrait être intéressant d'avoir, parce qu'évidemment, vous allez me dire, vous le faites déjà, donc vous avez un autre outil qui vous permet de lire vos QR codes. Oui, mais c'est vrai que si on peut avoir, je sais pas, moi, si je fabrique, mes cosmétiques à la maison, ça pourrait être bien que j'ai un rappel qui me dise, au vu de ce que tu as préparé comme shampoing, il va peut-être falloir penser à en refaire un autre, quoi. Enfin voilà, ce serait pas mal d'avoir les mêmes, toutes les informations au même endroit. Voilà. Oui, et puis arriver à avoir un peu le même fonctionnement qu'il y a avec les codes, on va dire, sur les médicaments, mais avec d'autres produits que vous auriez fait vous-même, en fait. C'est ça. Donc là, tout en restant, effectivement, on parlait de cosmétiques, mais c'est vrai que c'est l'idée d'avoir du fait maison qu'on puisse aussi gérer de façon au même endroit que les médicaments. Enfin voilà, mais là pour le coup c'est une base de données personnelle. Oui, pour être honnête, aujourd'hui c'est pas quelque chose à laquelle on avait réfléchi parce que c'est pas, pour l'instant on a essayé de réfléchir à beaucoup de choses mais on n'était pas
aller jusque-là, mais dans tous les cas, on n'est fermé à aucune évolution parce Oui. qu'on essaie de réfléchir un peu à quelle direction peut prendre l'application, mais on va y réfléchir dans tous les cas. Oui, typiquement, il y a pas de mauvaise idée, c'est toujours bon à prendre. Et puis nous, ça nous donne aussi des axes justement pour réfléchir, des choses qu'on pourrait mixer avec d'autres idées. Donc voilà, c'est assez intéressant voilà, d'avoir ces nouvelles idées. Alors, pour information, il n'y a pas que les QR codes. Si on fait quelque chose de personnalisé, Pascal, elle, utilise les QR codes. Moi, j'utilise les tags NFC. Voilà. Oui. D'accord. Donc, Oui. si par exemple, vous dites créer une entrée, créer un QR code ou créer un tag NFC, éventuellement, si vous partez dans Oui, c'est cette vrai. direction, hein, donner la possibilité à l'utilisateur de créer un QR code ou un tag NFC, et un tag NFC, l'écrire directement depuis l'appli, puisque l'iPhone et puis les smartphones Android le permettent. Donc, voilà, Oui. par exemple. Par exemple. Oui, ça peut être une autre méthode que le QR code qui peut être aussi. Pour des très produits personnalisés, hein, je veux dire. Hein, voilà. Oui. Voilà. Oui, où chacun pourrait choisir, par exemple, si une personne préfère un QR code, un code barre, un tag NFC ou autre. C'est ça. c'est Chacun ça. puisse un petit peu Et- voilà, et- personnaliser. Et un générateur dans l'appli, et puis l'identifiant propre à l'appli, quoi. Voilà, par exemple. Bon, Voilà, ça c'est sera pour la version 17.4. 12 ou 13. Et là, ça peut faire partie des achats Voilà, intégrés. Voilà. ce genre de Voilà. trucs peuvent faire partie d'achat in-app, voilà, par exemple. Hein, parce qu'il faut, voilà, il faut manger quand même. Donc, Oui, il faut manger. Parce qu'il faut tenir dans le temps. Hein. parce que oui, à Voilà. Paris il fait froid, il faut des calories et tout ça, quoi. Oui, il faut trouver le juste milieu entre le côté voilà, où on a envie, nous, d'avoir un impact et d'aider les gens, et le côté où voilà, faut aussi gagner un petit peu notre vie. Bien sûr. On essaye voilà, d'y réfléchir tout en laissant quand même une partie évidemment accessible. Voilà, on veut pas qu'une personne, on veut qu'une personne justement puisse continuer de créer des rappels, même si elle paye pas, c'est quand même quelque chose d'important. Oui, ça c'est le noyau de l'appli, on va dire. Et après, Exactement. après les satellites autour, voilà. Ouais. Exactement. Surtout voilà, dans la santé, c'est aussi un secteur qui est assez sensible parce que voilà, c'est la santé, donc c'est assez personnel, et on peut pas se permettre de dire à une personne tel ou tel ne peut pas créer de rappel et donc ne peut pas bien prendre ses médicaments juste parce que la personne n'a pas les moyens de payer un abonnement. Moi, j'avais pensé à une autre fonctionnalité. Par exemple, imaginons que j'ai quelqu'un de ma famille, une personne âgée, qui est atteinte de DMLA, par exemple, donc qui voit mal, Oui. à qui j'ai appris à utiliser son iPhone ou son Android. Mhm. Et puis, c'est moi un peu qui m'occupe d'elle, parce que, voilà. Et donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est que dans l'appli, elle puisse dire, voilà, je donne la main, enfin pas je donne la main, mais pas mon tuteur, mais en gros, hein, un tuteur, un peu comme un tuteur, c'est, et puis là, une adresse mail, la mienne. Et chaque fois qu'elle prend un médicament ou qu'elle loupe un rappel, je suis prévenu, moi, son tuteur ou autre, je suis prévenu qu'elle n'a pas pris son médicament aujourd'hui, ce qui peut me permettre de l'appeler et de lui dire « Hey mamie, t'as pas pris ton cacheton aujourd'hui ?» Par exemple. Ça peut être une fonctionnalité pour les personnes âgées ou pour les personnes qui ont des troubles mentaux plus ou moins lourds, de vérifier que le médicament a bien été pris, par exemple. Je ne sais pas si c'est quelque chose de faisable. Non, mais c'est une très bonne idée, et on a pas mal réfléchi à ce genre de choses parce que en fait, il y a beaucoup de cas où justement, comme vous dites, ça peut arriver. Ça peut être justement s'occuper à la fois d'un enfant ou alors s'occuper un enfant. Parent. Enfin, il y a tellement de... Un enfant, en général, c'est les parents qui s'occupent des médocs, donc c'est un peu différent. Mais oui, une personne âgée ou des personnes handicapées mentales, lourdes ou légères, ce genre de choses, quoi. Oui. Oui, mais exactement. Par exemple, on a un testeur justement qui est aveugle et qui s'occupe de gérer ses médicaments. Enfin, c'est ses parents en fait qui vont l'aider à programmer l'application pour gérer ses médicaments. Et typiquement, là, ce serait sympa pour lui dans ce cas-là que voilà, ses parents puissent avoir un petit peu un rapport détaillé de s'il a bien pris ses médicaments, à quelle heure il les a pris. Un peu ce que fait Apple pour le contrôle parental. Hein. C'est-à-dire on enrôle l'iPhone de son ou de ses gamins dans son compte et on voit exactement ce à quoi on lui donne accès, pas accès, etc. Alors on n'en est pas là. Enfin là, c'est pas du contrôle parental, mais c'est de l'aide à la prise de la médicament, du contrôle. C'est ça. Ça pourrait être une fonctionnalité assez
assez intéressante, la population vieillissante, etc. Oui, ça peut... Mais là, Oui. ça sous-entend que lorsque, par exemple, une personne âgée, admettons, même sans parler de déficience visuelle, mais bon, un peu Alzheimer ou des choses comme ça, enfin, ça sous-entend que quand elle voit arriver le rappel qui lui dit prendre la pilule rose à midi, il faut qu'elle valide la notification, parce qu'autrement, on n'a pas de moyen de savoir C'est si, sûr. oui ou non, elle C'est peut avoir sûr. lu le rappel, on ne saura pas si elle a pris ou pas le cachet. Mais bon, c'est à réfléchir, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une réelle utilité pour aider comme ça à surveiller, enfin oui, voilà, à accompagner à distance les personnes dans la prise de leurs médicaments. Oui, exactement. Et puis l'intérêt aussi des utilisateurs de valider leur rappel, c'est de pouvoir garder leur stock à jour parce qu'en fait, dès qu'ils vont venir valider un rappel, le stock il va se mettre automatiquement à jour. Donc la personne aurait plusieurs intérêts à justement venir valider ses Voilà. rappels. Ouais, ben, vous avez du pain sur la planche. Oui, Oui. exactement. On a plusieurs axes de développement qui sont très intéressants et on a hâte déjà de pouvoir avoir une version sur Android et après de pouvoir développer ce type un petit peu de fonctionnalités interconnectées entre différents comptes. Ça peut être assez intéressant. En tout cas, on mettra le lien donc pour vous contacter, le lien vers l'App Store pour que nos auditeurs puissent installer l'appli, se faire une idée et puis vous contacter si besoin. Et puis quand l'application Android sera disponible en production, ben, vous nous enverrez un petit mot et puis on en parlera dans notre Hebdoxitude, notre émission hebdomadaire, pour que nos auditeurs sur Android puissent également installer votre appli. Voilà, en tout cas, un grand merci. Alors par rapport à Android, on a déjà créé en fait un Google Form sur lequel les utilisateurs, enfin les potentiels futurs utilisateurs, peuvent s'inscrire pour être prévenus en fait de l'arrivée de l'application sur le Play Store. Ah ben vous m'enverrez le lien alors et je le mettrai aussi. Voilà. Exactement. En fait, on a créé un petit peu un lien universel qui, en fonction, en fait, vous cliquerez sur le lien et vous pourrez, si vous avez un iPhone, vous accéderez à l'application sur l'App Store. Si vous avez un Android, vous accéderez directement au Google Form. Et si le lien est ouvert depuis un ordinateur, vous accéderez directement au site internet. C'est assez pratique. Ah bon, mais dans ces cas-là, je mettrai juste ça et donc les auditeurs pourront vous contacter par ce biais ou, enfin non, l'adresse mail en plus de toute façon. Mais je mettrai ce lien universel et comme ça, en fonction d'eux, les gens seront redirigés du bon côté. Voilà, c'est parfait. Et puis n'hésitez pas à nous faire des retours, même si certaines personnes, je sais qu'ils n'osent pas forcément faire de retours. N'hésitez pas, même si c'est juste pour dire il y a ça qui nous plaît ou il y a ça qui nous plaît pas. Nous, ça nous fait toujours plaisir. Et puis c'est comme ça aussi qu'on peut améliorer derrière l'application. Exactement. Non, puis là, on a bien vu que vous êtes des gentils. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils aient peur. Oui, c'est sûr. Voilà, en tout cas, merci d'avoir pris un moment pour papoter avec nous, pour présenter votre projet à nos auditeurs. Je suis sûr que ça va en intéresser pas mal. Voilà. Et merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter, de discuter avec nous. Avec plaisir. Merci à vous, on était ravis de pouvoir échanger au sujet de l'accessibilité. C'est quand même un sujet hyper important aujourd'hui. Et puis voilà, n'hésitez pas, si jamais, à revenir vers nous. Et puis, si des auditeurs laissent des commentaires, je vous ferai signe pour que vous puissiez échanger avec eux en bas du podcast. Oui, voilà. Sur le chat dans le podcast. Voilà, enfin, c'est pas un chat, mais c'est sur la page web, dans les commentaires du site en WordPress, quoi. Voilà. Donc, voilà. Très bien, on pourra venir répondre. Voilà, merci beaucoup. Pascal, merci un petit mot de conclusion, Pascal ? Ah non, moi je pense que j'ai tout dit. Bon, l'application, je l'ai installée, donc je l'utilise. D'ailleurs, j'ai prévu ces jours prochains de faire le tri dans mes médicaments, puisque comme tout le monde, j'ai des tas de trucs périmés. Voilà. Donc, d'ailleurs, je rappelle à nos éditeurs que lorsqu'on ramène à la pharmacie, il faut retirer les médicaments des boîtes. Voilà. Ah bon. Il faut garder les boîtes en carton, n'apporter que les médicaments. Non, mais voilà, c'est très important. C'est vrai qu'en plus, beaucoup de personnes plus âgés, évidemment, plus on vieillit, plus on prend de médicaments. Donc, il est important d'avoir des applications comme ça qui soient pratiques, utilisables et faciles à prendre en main. Oui. Donc, n'hésitez pas à tester, chers amis auditeurs. Voilà. Sur ce bon mot, à bientôt. Et puis, on se voit bientôt sur Oxitude. Au revoir. Au revoir. Au revoir.